Trop de candidat à droite n'est-il pas dangereux pour la droite? C'est donc la question qu'on se pose. Florian Philippot a annoncé à son tour hier qu'il briguait l'Élysée en 2022. Florian Philippot donc, mais aussi Xavier Bertrand, Nicolas Dupont-Aignan, déjà officiellement déclaré, peut-être aussi bientôt Éric Zemmour, et puis évidemment sûrement le candidat d'une primaire ouverte de la droite. Ça fait beaucoup de monde, Arnaud Benedetti, hein. Oui, mais vous savez, il y a toujours eu plusieurs droites en France. C'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, sauf que vraisemblablement aujourd'hui, le champ de fragmentation à droite est peut-être, disons, la victime de la stratégie aussi d'Emmanuel Macron, qui depuis qu'il est à l'Élysée, c'est-à-dire depuis 2017, a profondément triangulé. Donc, je crois qu'il faut quand même distinguer deux choses. Il y a le camp de la droite nationale, c'est-à-dire celui de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, de Florian Philippot, qui aujourd'hui manifestement se cherche une voie, se cherche une offre politique qui soit une offre politique d'union. Et on voit que là aussi il y a une fragmentation. Et puis il y a la droite républicaine où là il y a aujourd'hui, disons, plusieurs potentialité de candidature, avec une candidature qui est hors les Républicains et qui s'est déjà exprimée, qui est celle de Xavier Bertrand, et puis un parti qui aujourd'hui manifestement a du mal à trouver le mode de sélection de son candidat. Mais je pense qu'aujourd'hui, la fragmentation qui existe à droite, et notamment encore une fois qui existe dans cette droite de gouvernement, chez les Républicains, est indissociablement lié à la stratégie d'Emmanuel Macron depuis qu'il est à l'Élysée et qui, à mon avis, est en train de s'accentuer depuis le 12 juillet, parce que moi, ce que je crois, et quand on lit finalement les mesures et le discours d'Emmanuel Macron ce 12 juillet, c'est un discours qui peut trouver un écho dans un certain segment sociologique de cette droite-là. Alors, Arnaud Benedetti, je ne discute pas évidemment votre analyse dans le détail, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que les régionales et la défaite très nette du macronisme, pour aller vite, ont permis le retour un petit peu d'un paysage politique plus traditionnel? Et je ne veux pas dire que le dépassement promis par Emmanuel Macron est obsolète, mais est-ce que il serait faux de penser que peut-être on retrouve des paysages plus familiers dans les structures politiques? Oui, facialement, vous avez raison, Philippe. Mais le problème, c'est que ce sont des élections qui se sont caractérisées par un taux d'abstention qui est un taux d'abstention colossal. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a l'intelligence stratégique de considérer qu'il ne faut pas tirer d'enseignements qui soient des enseignements définitifs de ces élections régionales. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, maintenant depuis 4 ans, et quand on regarde les élections municipales de 2020, pardon, alors dans un contexte qui était très différent encore de celui des élections régionales et des élections départementales, c'est que il y a quelque chose qui se dessine dans le champ politique français, c'est-à-dire qu'il y aurait presque deux scènes politiques. Une scène politique qui est la scène politique locale, où en effet les offres politiques traditionnelles, historiques, qu'il s'agisse de la gauche ou qu'il s'agisse de la droite, arrivent à conserver leur bastion parce qu'elles amortissent les effets de l'abstention, parce qu'elles ont des sortants, parce qu'elles ont un tissu de notables qui leur permet vraisemblablement de pouvoir maintenir leur position. Mais la scène politique nationale telle qu'elle se présente, il faut être très prudent bien évidemment, parce qu'il ne faut pas indexer son regard sur les seuls sondages dont on sait qu'en général ils sont infirmés au moment des présidentielles au regard des résultats qu'ils donnent 8 mois avant. Mais il y a aujourd'hui deux blocs sociologiques, et ça je rejoins l'analyse qu'a fait Jérôme Sainte-Marie dans son excellent livre il y a 2 ans. Un bloc sociologique qui est le bloc populaire, qui aujourd'hui est plutôt capté, qu'on le veuille ou non, même si elle a rencontré des difficultés lors de ses régionales et de ses départementales par l'offre de Marine Le Pen, et un bloc qui est un bloc élitaire, qui est le bloc qui est aujourd'hui plutôt capté par Emmanuel Macron. Mais tout ça, je suis tout à fait conscient que cela peut bouger. Le vrai sujet, c'est de savoir si finalement, dans les mois qui viennent, une candidature tierce, peut-être celle de Xavier Bertrand, permettra
de faire décrocher l'un de ces deux candidats, plutôt Emmanuel Macron en l'occurrence, et viendra bouleverser le jeu de l'élection présidentielle. Et on va aussi scruter évidemment ce qui va se passer avec cette primaire ouverte de la droite. Valérie Pécresse ou bien Laurent Wauquiez également. Qui veut ajouter quelque chose? Peut-être Pierre Licia? Oui, moi, juste par rapport à, je trouve on passe un peu vite sur les élections locales au motif que la participation est assez faible. Le problème, c'est que la participation a été faible au régional, au départemental, mais également au municipal. Elle n'a pas été non plus d'une extrême, il n'y a pas une grande mobilisation au moment des européennes. Donc en fait, ça signifierait qu'on ne pourrait pas avoir un regard un peu critique sur l'action d'Emmanuel Macron au regard des élections intermédiaires qu'il a par ailleurs toutes perdues, toutes. Sauf les européennes qui étaient dans 2019, scrutin à un seul tour. Mais les élections départementales et surtout les élections régionales, on est quand même sur des circonscriptions. Alors oui, j'entends, ce sont des élections locales, mais on est quand même sur des circonscriptions, notamment régionales, qui sont quand même assez importantes. Et on était sur la dernière élection avant l'élection présidentielle. Les élections régionales ont montré quoi? Que les Français ne faisaient pas confiance dans les candidats portés par La République En Marche pour gérer au quotidien leur collectivité. Donc ils peuvent faire confiance éventuellement, ils ont éventuellement confiance dans la personne d'Emmanuel Macron, mais pas forcément dans les candidats qui se revendiquent de lui. Ce qui veut dire une chose, c'est l'échec patent d'Emmanuel Macron d'avoir réussi autour de lui à constituer un bloc politique autonome et qui existe indépendamment de lui, et surtout qu'ils lui survivent. Parce qu'aujourd'hui, La République En Marche, c'est Emmanuel Macron. Si demain Emmanuel Macron n'est plus, je ne donne pas cher de La République En Marche. Et à contrario, toujours dans ce duel annoncé entre Macron et Marine Le Pen, les Français n'ont pas non plus, quand bien même les sondages donnaient des résultats ou des projections assez importantes pour le Rassemblement National, les Français n'ont pas non plus fait confiance dans les candidats du Rassemblement National. Ce qui veut dire une chose, c'est que la voix médiane entre les deux, entre Macron d'une part et Le Pen ou l'extrême droite d'autre part, elle existe. Reste à savoir qui l'incarnera. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul candidat, à ce que je sache, déclaré à droite, on va dire droite républicaine. Il n'y a qu'un seul candidat déclaré. Il y a beaucoup d'autres candidats putatifs, mais qu'un seul déclaré. Donc ça ne préjuge rien de 2022, mais je pense qu'effectivement, il y a une vraie place pour la droite, puisqu'il était question de la droite et des candidatures à droite. Il y a une vraie place en 2022 pour une candidature de droite et de droite rassemblée, la droite rassemblée surtout. Alors est-ce qu'il y a une place, comme nous le dit Pierre Licia, pour la droite face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Caroline Pilastre? Le vrai souci pour moi de la droite, c'est qu'elle doit s'unir et arrêter de se diviser. C'est ce que demandent les militants et les sympathisants depuis 2017. Et c'est ça le problème, c'est que les guéguerres intestines, ça suffit. Il faut que les barons arrivent à se rassembler et à se fédérer pour choisir un véritable candidat qui soit porteur pour la famille de la droite républicaine. On accepte l'union de la gauche, mais on a plus de mal à entendre l'union de la droite. Ce que je peux comprendre. Toutes les droites ne sont pas les miennes. Maintenant, il faut aussi, je vous dis, que ces gens arrêtent d'avoir des égos. Même si, en soi, tous les politiques en ont. Mais le problème, c'est qu'à droite, c'est tellement ressorti que je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir se mettre autour d'une table et parler d'une seule voix. Et c'est ce qu'on attend. Parce que quand vous regardez les sondages, une fois de plus, les élections régionales, départementales ont montré justement que la droite était quand même vainqueur et que les Français avaient besoin de nouveau de... ce duel gauche classique, droite classique, et moins ce gloubi-boulga que peut représenter la Macronie, où beaucoup se perdent dedans. Maintenant, ce qu'on entend aussi de la part de certains militants, c'est que Xavier Bertrand ne serait pas le bon candidat parce qu'il serait trop de gauche, trop socialiste pour certains. Et beaucoup veulent un mix entre la droite de Nicolas Sarkozy, peut-être de Madame Pécresse, et voilà. Donc, je ne sais pas quel candidat pourra se présenter actuellement.
gouvernement, mais je pense qu'il faut surtout qu'il fasse une véritable introspection parce qu'il ne reste plus beaucoup de mois avant la présidentielle et qu'à mon avis, c'est vraiment ça le problème de la droite à l'heure actuelle. Arthur, après Arnaud Benedetti, qui manifestement voudrait intervenir, je me permettrai de poser une question de nouveau. Très bien. Alors, Arnaud Benedetti, est-ce qu'il y a une personnalité qui est en mesure de structurer cette droite et de la mettre en ordre de bataille avant la présidentielle ? Moi, si vous voulez, le problème de la droite et des Républicains, et en tout cas de ses satellites, parce que M. Bertrand ne fait plus partie des Républicains, ni Mme Pécresse, c'est finalement, en quoi sont-ils différents pour une partie de l'électorat de droite d'Emmanuel Macron. Exactement. Emmanuel Macron, de ce point de vue, force est de constater qu'il a réussi à capter une partie de cet électorat. D'ailleurs, quand vous regardez les élections européennes de 2019, qui sont intéressantes parce que ce sont finalement les seules élections véritablement nationales auxquelles nous avons pu assister durant le mandat d'Emmanuel Macron. Vous avez eu quand même un transfert qui s'est effectué sur le plan électoral d'une partie de l'électorat, notamment de François Fillon. Regardez, dans un certain nombre de communes qui étaient plutôt des communes de droite, on a vu la liste qui était conduite par Madame Loiseau à l'époque venir cannibaliser une partie de la droite républicaine. Donc le vrai sujet aujourd'hui pour la droite, au-delà des questions de personnes que j'entends et qui est réel, mais qui n'est pas nouveau, les questions de personnes, souvenons-nous, dans les années 80, les duels entre Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, Jacques Chirac étaient là aussi disons, extrêmement fort, extrêmement intense. Le problème aujourd'hui pour la droite, c'est de parvenir à avoir une offre politique qui soit une offre politique véritablement différenciée par rapport à celle d'Emmanuel Macron. Et il est clair qu'Emmanuel Macron a mangé une partie de cet espace. Je ne dis pas qu'il a mangé tout l'espace, mais il a mangé une partie de cet espace. Et moi, je pense que ce qu'avait réussi Nicolas Sarkozy en 2007, c'était que sous l'influence de M. Buisson notamment, il avait réussi à ramener une partie de l'électorat populaire qui vote aujourd'hui pour le Front National, enfin pour le Rassemblement National, en ayant une stratégie politique qui était une stratégie politique de très nette droitisation, à la fois sur le plan économique, la valeur travail, mais aussi sur la question de l'identité. Est-ce qu'aujourd'hui il existe, disons, dans le panel des candidats potentiels de la droite républicaine, un candidat qui serait susceptible finalement de mettre en place ce type de stratégie? Je ne vois pas tellement M. Bertrand, parce que ce n'est pas le positionnement qu'il a pris, mis à part sur la question peut-être du social. Je ne vois pas tellement Mme Pécresse, je ne vois pas trop ce qui la différencie aux yeux de l'électorat macroniste d'Emmanuel Macron sur les grands enjeux, notamment la question européenne par exemple. Finalement, il n'y a peut-être qu'un candidat, mais qui semble aujourd'hui être très en retrait dans les sondages, mais qui a plutôt réussi localement aux élections régionales, c'est M. Wauquiez. C'était la ligne qu'il avait essayé d'impulser lorsqu'il était à la tête des Républicains, avec malheureusement l'insuccès que l'on connaît. Vous ne croyez pas, Arnaud Benedetti, j'ai bien compris au fond votre argumentation qui consiste à dire que Emmanuel Macron occupe un grand champ de la droite. Mais est-ce que précisément ça n'a pas été l'erreur de la droite depuis le début de considérer que Emmanuel Macron était pour aller vite de droite, alors que le point commun des trois candidats, Wauquiez, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, c'est précisément d'occuper un terrain que Emmanuel Macron a complètement déserté de mon point de vue, c'est le champ régalien. Et est-ce que là, ça n'est pas une manière de pouvoir démontrer qu'il y a encore beaucoup de gauche en Emmanuel Macron, et pas seulement sur le plan régalien, mais dans le domaine sociétal? Est-ce que la droite ne pourrait pas reprendre pied dans un espace que Emmanuel Macron a faim d'occuper? Oui, vous avez raison, Philippe, c'est le talon d'Achille d'Emmanuel Macron. C'est la question régalienne qu'il avait complètement évacuée de son logiciel politique en 2017. Le logiciel politique d'Emmanuel Macron en 2017, c'était un logiciel qui était exclusivement économique, quasiment économique et un peu sociétal. Mais on voit que depuis maintenant quelques mois, il essaye de rattraper le terrain perdu sur cette question. Alors, est-ce que ça sera suffisant ?
la nomination de Gérald Darmanin à Beauvau obéit bien évidemment à cet objectif. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est certainement la zone de fragilité la plus importante dans le macronisme. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour cette droite, pour, disons, se refaire une santé en vue de l'élection présidentielle? Ça, en effet, c'est une question. Caroline Pilastre. Je pense que ce qui peut ramener des électeurs de la Macronie chez les LR, c'est justement cette question du régalien. C'est-à-dire que si on arrive à avoir un véritable candidat, un chef qui soit sort de la primaire ou non, est clair sur ces questions, est clair sur la question aussi des migrants que beaucoup se posent, ça fera la différence pour ces élections. Faut-il encore que certains aient le courage de le faire électoralement? Mais je pense que oui, c'est la seule différence qu'il pourrait y avoir actuellement entre la Macronie et les LR pour sortir du lot. Alors, on a aussi beaucoup de... Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, Pierre Lissier, allez-y, je vous en prie. Non, mais le postulat qui est de dire que beaucoup d'électeurs de François Fillon et beaucoup d'électeurs des Républicains sont aujourd'hui chez Macron, pour moi, il est plus d'actualité. Les électeurs qui sont allés chez Macron, on en a parlé, c'est 2019. Aujourd'hui, les gens sont revenus et la meilleure preuve, c'est les élections régionales. Aujourd'hui, le bloc droite qui pourrait être incarné soit par Xavier Bertrand, soit par Valérie Pécresse, il est autour de 15%. On est un tout petit peu en deçà du score de François Fillon à la dernière présidentielle. Donc je veux dire, les électeurs aujourd'hui de droite, ils en sont revenus du macronisme. Et ils en sont revenus pour une raison simple, c'est qu'effectivement, il y avait un espoir sur le côté un peu libéral qui plaît à la droite, mais il y avait une absence totale de contenu et de colonne vertébrale sur le régalien. Et on s'est bien rendu compte que il faut marcher sur ses deux jambes, surtout quand on préside un pays. Donc encore une fois, la question, elle est celle de l'incarnation. Elle n'est pas simplement de savoir comment est-ce qu'on va aller récupérer les électeurs de droite qui sont chez Macron. Aujourd'hui, chez Macron, il n'y a plus... Et regardons les résultats aux élections régionales. Regardons en Ile-de-France, le candidat macroniste fait moins de 10% dans la région la plus macro-compatible de France métropolitaine. Donc c'est qu'à un moment, cet électorat-là qui effectivement a été tenté par le macronisme, il en est revenu parce qu'il a été très largement déçu. Peut-être rapidement, Arnaud Benedetti, un mot sur l'autre partie de la droite. Il y a aussi énormément de candidats déclarés. Est-ce que, là encore, quelqu'un va être à même de structurer cette force politique ? Vous voulez parler quoi, du Rassemblement national? Exactement, on a écoutez, évidemment Florian Philippot. Le Rassemblement national a connu un échec aux élections départementales et régionales qui est un échec relatif, d'ailleurs qui est très utile à Emmanuel Macron pour faire oublier le propre échec de ses propres troupes, parce que quand même le Rassemblement national, nonobstant sa défaite des élections départementales et régionales, est quand même à 20%, ce qui quand même reste une force politique importante. Moi je pense que le problème aujourd'hui de Madame Le Pen, c'est un double problème. C'est d'abord sa crédibilité personnelle. On voit bien qu'il y a quand même encore un souci suite aux élections de 2017. Le deuxième sujet pour elle, c'est que elle a voulu tellement se normaliser et tellement peut-être se banaliser en voulant se dédiaboliser qu'elle a perdu une partie de la force d'attraction qui était la marque propre du Rassemblement national pour capter cet électorat de la colère, du mécontentement qui existe profondément en France et qui ne s'est pas déplacé lors des élections départementales et des élections régionales. Je voudrais dire un point sur les élections quand même départementales et régionales parce que ça me paraît important. Il y a quand même un sujet avec les collectivités locales. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il y a une abstention massive d'une grande partie de nos concitoyens, c'est que vraisemblablement, ils considèrent aussi d'une certaine manière que la démocratie locale ne fonctionne pas toujours de manière optimale. Il y a aussi cet aspect qui a vraisemblablement joué dans le mécanisme de très faible participation que nous avons connu lors de ces élections. Merci infiniment Arnaud Benedetti. Malheureusement, on n'a plus le temps. On pourrait continuer cette discussion passionnante pendant longtemps. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et puis je vous donne quand même le résultat de notre consultation sur Twitter. Trop de candidats de droite, est-il trop dangereux pour la droite? Eh bien, on a 74% des personnes qui nous répondent oui. On est revenu à des sondages très raisonnables.